Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec le professeur Guy Valencien. Merci de me faire l'honneur et la gentillesse aussi de me recevoir. Vous êtes le pionnier de la robotique chirurgicale, Guy Valencien. Vous êtes professeur honoraire des universités, vous êtes membre de l'Académie de médecine et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et vous êtes également le président de, on va appeler le CHAM, la Convention on Health Analysis and Management, voilà, qui a pour objectif, ça c'est le plus important, c'est de préciser ce que cela signifie, de réfléchir à la transformation des systèmes de santé européens, d'où vos nombreuses interventions médiatiques sur ce sujet. Mais ce n'est pas ce thème qui m'anime aujourd'hui. Vous publiez ce livre passionnant de réflexion aux éditions L'Harmattan, Guy Valencien, à l'origine des sensations, des émotions et de la raison, j'aime donc je suis. L'ouvrage de Guy Valencien n'est pas un livre de santé, n'est pas un livre de philosophie, n'est pas un livre coup de gueule, ce n'est pas un roman de fiction, et pourtant c'est un peu tout cela. C'est un peu tout cela, car vous revenez sur l'histoire de l'homme, ce que nous sommes, les origines de l'homme, pour avoir comme prétexte d'écriture celui de l'intelligence artificielle. Répondre à cette question, les robots seront-ils aussi intelligents que nous? Prendront-ils les mêmes décisions que nous? Mais plutôt que de dire oui ou non, la réponse est non, mais vous revenez sur ces origines de l'homme, ce qui vous permet, par certains moments, comme dans une rivière qui coule, de glisser des poissons que l'on n'attendait pas, à savoir des phrases personnelles et des réflexions sur ce que vous pensez, sur ce que nous sommes. D'abord, le livre commence par cette interrogation, comment des êtres aussi incroyables que nous le sommes, aussi perfectionnés, on n'est finalement rien. On est autant d'eau. On est par un croisement de ce spermatozoïde, voilà, comme ça, et on en arrive à faire des êtres qui rigolent, qui séduisent, qui draguent, qui se battent, qui se trahissent et qui s'aiment. C'est vrai. C'est vrai. Si vous voulez, moi, j'ai passé ma vie à opérer les corps humains en pénétrant à l'intérieur de l'anatomie. Anatomie qui est superbe, absolument superbe. Quand une artère qui bat, c'est quelque chose d'unique, complètement d'unique. Des poumons qui respirent, un cœur qui bat, l'intestin aussi qui bouge. Tout ça est fascinant. Et j'ai voulu aller plus loin pour savoir qui nous étions, en gros, comme tout le monde. Et je me suis aperçu, comme vous le dites, que nous sommes faits de rien, puisque nous sommes à 99% faits de vide. Et donc non pas de matière, et qu'en plus nous sommes à 70% faits d'eau. Bon, terrible, H2O, ça fait quand même 2 hydrogènes, 1 oxygène, il y a peut-être mieux au point de vue composition. Et c'est assez étonnant de voir qu'à partir de ce presque rien, on arrive à faire une machine, permettez-moi le mot, aussi exceptionnelle, complexe et amoureuse. J'entends, hein, amoureuse. C'est le plus important. Mais c'est le plus important, amoureuse que l'homme. Ça. Que l'homme et la femme. Quand je dis l'homme, je m'entends en termes de générique avec un grand H. Vous nous dites à un moment, et vous le répétez à plusieurs reprises, que selon vous, l'homme est bon. Et pourtant, il y a quand même l'histoire de l'homme, vous évoquez aussi les religions, a fait des batailles, des guerres, et vous commencez même votre livre en disant, si vous êtes un lecteur raciste, homophobe, antisémite, anti-ceci, anti-islam, anti-chrétien, enfin peu importe, vous serez déçu, passez votre chemin. Mais quand je vois la liste de toutes ces exclusions, de tous les anti, me dis on les tous un peu. Hein. On a tous une part d'imperfection. Il reste pas grand monde. Il va plus rester grand monde. Si, plus qu'on ne le croit, parce que oui, bien sûr que l'homme est bon finalement. Quand vous regardez, si nous n'étions que méchants, nous serions tous descendus les uns les autres. Bien évidemment que nous avons des capacités de destruction, de méchanceté inimaginables, comme aucun animal n'en a. Parce que nous les avons, nous, conscientes. C'est-à-dire qu'on peut faire le mal pour le mal. Un animal ne mord ou ne tue que parce qu'il en a besoin. Et nous, pas forcément par vengeance, par peut-être esprit tordu, totalement, de se dire que le mal, ça fait du bien. Mais quand on regarde l'histoire humaine, on va quand même vers un mieux. Lentement, mais sûrement, on voit avec les instances internationales qui ont été créées, qui tentent de gérer un peu mieux le monde. Alors il y a des problèmes, il y a des difficultés, des retours en arrière, mais si on voit d'où nous venons, je pense que oui, fondamentalement, la bonté prime sur la méchanceté. Votre livre est politique aussi, parce qu'il part du principe que l'homme est bon, que les sociétés, même quand elles n'ont pas d'organisation écrite,
au bout d'un certain moment, elle s'autorégule. Et quand je dis que c'est une philosophie politique, il y a une vision politique qui considère que l'homme n'est pas bon et que l'État doit intervenir et mettre tout le monde dans des cases. Et il y a une vision plus libérale de la société qui dit que même s'il y a quelques imperfections, bah, ça va se réparer. Et vous faites partie de ce second camp. Oui, c'est vrai que oui, l'auto-organisation avec la sélection naturelle sont les deux grands moteurs de la vie. Hein. La sélection qui sélectionne non pas les plus forts, hein. Darwin n'a jamais dit que c'était les plus forts, mais les plus adaptés. La preuve, c'est que vous avez les insectes qui sont vraiment pas les plus forts et qui seront là quand nous aurons disparu et qui sont là depuis 200-300 millions d'années. Donc ces toutes petites bêtes que nous côtoyons en leur marchant dessus sont bien plus costaudes que nous. Donc oui, on est dans cette dynamique. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes sur un, comment dire, sur une auto-organisation comme le sont, mais en mieux bien évidemment, les insectes sociaux comme les abeilles ou comme les fourmis. Les fourmis sont extraordinaires parce que la reine fourmi, on l'appelle reine, mais elle n'est pas reine, elle ne règne pas. Elle est juste là pour pondre tous les jours, et des millions d'œufs. C'est son seul rôle. Elle n'a aucun pouvoir sur les autres. Puis vous avez les ouvrières qui assurent toute l'organisation du couffin, la nourriture, le lavage des lieux, enfin bref, qui sont les bonnes à tout faire. Vous avez les fourmis soldats. Et vous dites qu'il y a 66% de fourmis qui ne foutent rien. Et alors, c'est le système fiscal français, là. Exactement. Non, mais c'est vachement intelligent. C'est très très intelligent parce qu'en fin de compte, effectivement, vous avez la plupart des fourmis, notamment les ouvrières, qui sont là à se faire les ongles, à se faire coiffer dans des spas à fourmis, tranquillement, à se faire masser. Et puis tout d'un coup, il y en a une qui part, qui part parce que elle a faim. Elle trouve un peu de bouffe un peu plus loin. Elle va revenir, elle laisse des phéromones sur son chemin et tout ça, elle va revenir pour aller en chercher une autre, puis qui va revenir en chercher une autre. Donc il y a une espèce d'agrégation au fur et à mesure. On utilise juste ce qu'il faut pour faire le maximum. Nous, les hommes, nous dépensons beaucoup souvent pour peu de résultats. Les animaux, jamais. Ils utilisent le minimum d'énergie pour le maximum d'efficacité. Alors, les fourmis, c'est un peu les intermittents du spectacle. C'est-à-dire qu'elles sont là, payées, en gros, à ne rien faire jusqu'au moment où il y a à faire. Ou c'est la belle nana qui se fait entretenir par son mec. Ah, ça peut être ça. mais non, mais c'est la préfiguration probablement du travail demain. Puisque vous savez qu'avec la robotisation, on va quand même voir disparaître un certain nombre de métiers. Pas tous, mais un certain nombre de métiers. On va en créer d'autres. Mais en même temps, probablement, nous aurons des employés qui seront utiles de temps en temps et pas toujours, mais qu'il faudra payer quand même tout au long de l'année. C'est un peu le revenu universel, si vous voulez. Quelque sorte. Et c'est pas une mauvaise idée. L'un des grands enseignements de votre livre, Guy Valencien, c'est que nous sommes intelligents, mais les animaux le sont aussi. Il y a de l'intelligence partout sur Terre. Ce qui a fait la différence, c'est le langage. Exactement. Oui, il y a de l'intelligence sur Terre. On voit bien, je cite dans le livre, ce petit singe africain qui est capable d'avoir des mots différents pour indiquer quand il est dans son arbre, si le danger vient d'un animal qui vole, un aigle par exemple, ou si au contraire il vient d'un léopard en bas. Donc c'est cette capacité qu'ont les animaux d'être au maximum d'efficacité, là encore avec le minimum d'énergie. Il n'est pas regardé partout, il doit regarder en fonction du danger. Mais il n'est pas capable de dire, comme nous le ferions, à un copain qui est en danger, fais attention, à 30 mètres à gauche, là-bas derrière le baobab, il y a un grand léopard qui te regarde. Voilà. Donc nous avons une complexification du langage qui a permis de développer l'intelligence et qui a permis de développer la collaboration. Les deux sont très liés. Hein, et nous sommes des êtres de collaboration. Un homme seul ne peut pas vivre. C'est impossible. Nous sommes, et comme toute la nature, ça n'existe pas, la personne seule. Il n'y a pas un animal solitaire. Il y a des solitaires, mais ils font partie d'une espèce. Oui, mais vous allez même beaucoup plus loin, professeur Guy Valencien, parce qu'il y a cette collaboration entre les humains, il y a cette collaboration entre les humains et la nature, les humains et les animaux et la nature, mais il y a aussi cette collaboration avec le vide et le néant, et ce que l'on ne capte pas. Oui, alors, tout à fait. Il y a, je pense, mais on est un certain nombre à le voir aujourd'hui, notamment certains philosophes américains ou australiens, plus anglo-saxons que nous, je dirais sortis de Descartes, qui pensent qu'effectivement il y a des bribes de la proto-intelligence, de la proto-conscience allant jusque-là,
dans les structures les plus rustiques peut-être de la nature, comme sont les atomes, voire même les particules qui jouent entre elles, qui se détestent et qui s'adorent. Il y a des haines de particules comme il y a des amours de particules dans les accélérateurs. Donc tout cela est indicible. Nous n'en avons pas la preuve scientifique, car la science est un moyen exceptionnel de découvrir le monde, mais comme je le raconte, en gros, le monde c'est un saucisson et la science le découpe en tranches pour voir à l'intérieur. Et quand on découpe un saucisson en tranches, on ne peut plus le reconstituer. Donc on a une perte d'informations avec la science qui nous apporte en même temps énormément d'informations. C'est tout le paradoxe de la science. Et je suis un scientifique et je crois que la rationalité est quelque chose d'important, mais il faut aller au-delà. Nous avons probablement des communications insoupçonnés avec des éléments sidéraux qui sont à des distances exceptionnelles. C'est un peu ce qu'on appelle l'intrication quantique où deux particules peuvent se relier à distance instantanément. Permettez-moi, si vous acceptez, de résumer cela comme on pourrait le faire avec un enfant ou un jeune qui vous poserait la question. Est-ce que plus les scientifiques finalement veulent chercher en nous prouvant que Dieu n'existe pas, moins ils arrivent à le prouver que Dieu n'existe pas? Alors, je ne sais pas, mais ce que je peux dire, c'est que plus on avance en science, plus on se pose de questions. Ça, c'est clair. Hein. Donc, à chaque fois, on remet tout en cause lorsqu'on a découvert quelque chose qui permettait de mieux cerner le monde. Nous sommes en permanence en recherche. Je ne sais pas si Dieu ou pas Dieu. Ça, c'est une question. Personnellement, moi, je suis athée, mais bon, je laisse la Et pourtant, dans votre livre, ouverte. il y a beaucoup de piques contre les religions. Beaucoup, hein, voilà. Mais vous n'êtes pas athée. Je ne l'ai pas ressenti ainsi. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que religion, c'est religérer, religérer, c'est relier. Et je pense que nous sommes tous liés. Donc oui, je suis religieux dans ce sens-là. Hein. Un peu comme le disait saint François d'Assise, religieux avec dans son cantique, son fameux cantique, avec son frère la lune, son ami le soleil et son voisin le vent. Je ne sais plus quelles sont les phrases exactes, mais tout ça est vrai. On a coupé l'univers en minéral, végétal, animal et humain, et je pense qu'on a tort. Même le minéral peut nous dire des choses. Il est sans doute vivant, mais comme il vit sur des milliards d'années, une montagne, ça bouge, ça se transforme. Un glacier aussi, on le voit tous les jours puisqu'il fonde. Un trait de côte ça change. Donc ça parle, il y a quelque chose, ça nous dit des choses, avec des langages qui ne sont pas parlés. Mais évidemment, je suis sûr que même la pierre, elle peut nous dire quelque chose. C'est un côté très japonisant, très oriental, peut-être de ma part, mais je suis effectivement intéressé par ces philosophies de l'être, qui ne sont pas des philosophies de la norme et du fait scientifique, mais des philosophies cosmiques, où l'homme est à l'intérieur d'un tout. Ça, c'est très asiatique, ça a un côté bouddhiste, taoïste, et ça m'intéresse. Même si ils sont dans un langage complexe, un espèce d'ésotérisme parfois insupportable. Je ne suis pas allé dans un ashram à voir des gourous, mais je me dis, il y a du vrai dans ce que ces réflexions asiatiques nous disent par rapport à notre Occident rationaliste. Voilà. On va même plus loin dans la réflexion, grâce à vous, Guy Valencien, dans votre livre. Vous m'avez amené à m'interroger et je suis resté la page ouverte à réfléchir à cela quand vous nous expliquez que nous ne sommes que des... Il n'y a qu'une chimie finalement qui fait en quelque sorte que l'on capte des sons comme un logiciel qui envoie une donnée, un autre logiciel décrypte cette donnée, le son aigu, grave, c'est associé à une langue, c'est associé à une syllabe, c'est associé à une couleur dans notre cerveau et on décrypte en fait ce vide. Et je me suis dit, mais si un extraterrestre arrivait sur Terre, on essayerait d'arriver vers lui peut-être en lui tendant une main, en lui disant bonjour, peut-être qu'il n'entendrait rien. Peut-être que lui essaierait de nous parler dans son langage et il se parlerait entre deux extraterrestres. Et nous, on n'entendait rien, mais ils se disent, nous, on se dirait, ils font de la télépathie, alors que eux ne penseraient peut-être pas faire de la télépathie parce que leur système de vibration se fait sur des fréquences différentes. Oui. Nous, ils nous verraient parler, mais ils n'entendaient rien. Eux-mêmes se diraient, ces humains font de la télépathie. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce monde n'est que de l'apparence et un système de
de décryptage C'est vrai. dans notre cerveau. C'est ce que j'ai Non, compris. C'est génial. Vous avez raison. Je ne sais pas si vous avez raison ou si nous avons raison tous les deux, mais vous m'avez compris au moins. Mais je le pense tout à fait, et vous en avez déjà évoqué certains aspects. Je dis que le présent n'existe pas. Le présent n'existe pas puisque déjà, ne serait-ce que par nos sens, nous recevons les messages avec retard. Quand je suis dans une salle le physique dicte d'abord la pensée, vous le dites à un moment. Complètement. Et quand je suis dans une salle de concert, j'entends les sons de l'orchestre avec des quelques centièmes de millièmes de retard de seconde. Le temps que les ondes arrivent des violons, des violoncelles, des basses et des cuivres à mon oreille. Et d'un. La vue pareille. Ce que je vois est en retard par rapport à l'événement. Donc je suis en permanence un être artificiel. Alors en quoi mon geste physique est-il déplacé en temps par rapport à la pensée? Et finalement, vous semblez dire que c'est le geste qui part d'abord et on le pense après. Oui, c'était que nous recevons les informations de nos sens, de nos 5 sens, et nous les intégrons dans notre cerveau qui travaille en reprenant les cartes de mémoire que nous avons. Nous sommes des êtres du passé, des êtres de mémoire. C'est par la mémoire que je reconstruis le monde. Donc en gros, je suis un être virtuel, si je vais jusqu'au bout, même si on peut se toucher l'un l'autre, se dire bonjour en se serrant la main, mais il y a un côté virtuel dans le fait de notre présence au monde, de notre présence consciente. Nous sommes toujours en retard, nous sommes des êtres du passé qui nous projetons vers l'avenir, mais le présent, non, nous ne sommes jamais au présent. Je ne sais pas ce qu'est le présent, même en se touchant la main. Ce n'est pas le présent parce qu'il faut que l'influx passe de mes doigts jusqu'à mon cerveau. Donc la distance, le 1,20 m que fait l'influx à travers les nerfs, me met déjà en retard. Mais vous révolutionnez la justice française, Guy Valencien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je pensais, on va prendre les affaires de féminisme, de balance ton quoi, que la justice condamne quelqu'un qui a mis une main aux fesses à une jeune femme en lui disant vous avez pensé mettre la main aux fesses et vous lui avez mis la main aux fesses, vous serez condamné. Mais vos travaux, Guy Valencien, disent que le réflexe fait qu'on a mis la main aux fesses, mais le cerveau a dit non, il fallait pas le faire et c'est trop tard. C'est l'inverse. Ah non, je dis pas, enfin pas vraiment, parce que s'il laisse faire la main... C'est ce que j'ai compris. Oui, mais s'il laisse faire la main, c'est qu'il le veut bien. C'est qu'il le veut bien. Voilà. Il fallait quand même un peu de pointe d'humour dans cette conversation. Il y a beaucoup d'humour dans votre livre, Guy Valencien. Il le faut. Mais c'est intéressant de voir que nous nous reconstruisons. Nous sommes, comme je l'indique dans le livre, les imaginations de nous-mêmes. Voilà. Oui. Nous nous reconstruisons complètement. Nous construisons notre monde, qui n'est pas le même. Le mien n'est pas le même que le vôtre. Oui, mais parce qu'on n'a pas la même culture, la même enfance, on n'a pas les mêmes vues, les mêmes éducations. Peut-être les mêmes capacités de sensation selon les organes. Et donc, nous sommes totalement différents. Il n'y a pas, je dirais, d'être normal. Nous sommes tous des anormaux. Hein. Il n'y a pas un homme normal. Ça n'existe pas. On peut dire qu'il y a un bipède avec 4 membres, 2 bras, 2 jambes, une tête, un tronc et un abdomen, et un sexe. Mais ça s'arrête là. Nous sommes tous différents. Il y a 7 milliards et demi d'individus sur la Terre, de personnes qui sont irréductibles les unes les autres. Et vous avez travaillé aussi là-dessus, analysé le corps humain, notre intelligence, notre conscience, pour en arriver aussi à la conclusion qu'il n'y a pas de con sur Terre. Chacun peut avoir sa place, et chacun doit avoir sur place. Alors là, c'est du Michel Audiard à un moment. Oui, oui. Non, je pense qu'il n'y a pas de con sur Terre. On emploie ce langage. Tout à fait, compréhensible, tout à fait. Je pense que le quotient intellectuel est la plus belle des conneries. Parce que ce n'est pas ce qui détermine un homme, je suis désolé. Vous avez des êtres dont l'intelligence conceptuelle n'est pas importante, mais qui ont des capacités d'empathie, d'amour exceptionnelles. Ouais. Et donc l'homme ne se réduit pas à un quotient intellectuel. Le QI, je veux le mettre à la poubelle. Or, on est dans une chasse au QI. On voit bien que les Asiatiques sont en train de nous doubler. Ils ont des QI plus importants que les nôtres. Est-ce que c'est ça qui fait le monde ? Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il y aura toujours des QI de très haut niveau en Occident comme en Orient. Mais je me refuse à ce que l'on juge l'homme sur ses capacités d'intelligence, je dirais, mathématiques, conceptuelles. C'est absurde. Nous sommes beaucoup plus que ça, et heureusement. Et vous avez des êtres dits simples
qui sont des amours de personnes, capables de donner des choses que le plus intelligent des êtres, Asperger qu'il est, complètement renfermé dans lui-même, en train de se bouffer les ongles à savoir ce qu'il est incapable, lui, d'avoir ces réactions sociétales que nous connaissons chez les autres. Ça signifie aussi, Guy Valencien, que le chef d'État, soucieux de sa nation et de son peuple, doit remettre le poinçonneur de métro. Oui. Pour que chacun ait sa place, c'est clair. Et une dignité. Oui, bien évidemment. Il faut que chacun soit à sa place. On peut aller jusqu'à, certaines personnes ont des pathologies psychiatriques fortes qu'il faut traiter, mais sinon arrêtons de croire que le quotient intellectuel est littéralement le moyen de discriminer les hommes. C'est faux. Les travaux et la connaissance sur l'homme et les origines de l'homme et sur ce que nous sommes ne sont pas encore arrivés à bout, il y a encore beaucoup de mystères, mais on sait quand même déjà pas mal de choses et depuis très peu de temps. Et quand vous travaillez là-dessus, vous citez d'ailleurs la Bible à un certain moment, Dieu créa le ciel et la terre, que les eaux qui sont au-dessus du ciel, Dieu se rassemble en un seul lieu et que le sec paraisse, il en fut ainsi, Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon, ce fut le 3e jour. Et quand vous citez tout cela et on le rapproche des études qui sont faites, j'allais dire, c'est pas si bête, comme théorie. Alors, ce qui est tout à fait fascinant, c'est quand on regarde les mythes, les grands mythes, qu'ils soient inuits, sumériens, chinois, ou nos mythes bibliques, ou nos mythes grecs, on s'aperçoit qu'il y a des vérités physiques incroyables. Le déluge, par exemple. Le déluge a bien existé, puisque au début de sa génération, la Terre a subi des millions d'années de pluie incessante. C'est ce qui a fait les océans. Donc il y a une tradition peut-être orale chez les rescapés. C'est tout à fait étonnant. D'où viennent ces mémoires? De ce que je vous disais, probablement des choses qui ont été encodées chez des êtres qui étaient peut-être minéraux, puis végétaux avant d'être animaux. Des choses de base qui sont venues jusqu'à nos mémoires. Pour savoir ça, c'est tout à fait étonnant. L'idée inuite aussi que la Terre provienne d'astéroïdes, ou l'eau qui viendrait peut-être aussi d'astéroïdes, parce qu'elle peut venir de deux parties à la fois, de l'évaporation et d'astéroïdes. Tout ça est passionnant parce que les scientifiques, mes collègues astrophysiciens, sont en train de le découvrir. Donc c'est très curieux quand même. Oui, raconter dans un sabir qui n'est pas du tout scientifique, on retrouve des vérités à ce point intangibles. Et vous allez même plus loin dans cette transmission en nous expliquant que quand on meurt, il y a quelque chose qui s'évapore, qui va peut-être dans les plantes, qui va peut-être... Oui. En fait, il reste quelque chose. Oui, parce que nos atomes, nos particules... Une âme, on va l'appeler peut-être... Acceptez-vous qu'on Je ne dirais pas une âme parce que je dis que l'âme n'existe pas. Je dis qu'effectivement, lorsque nous mourrons, ce sont nos formes qui disparaissent, nos formes. Mais nos éléments primaires, nos particules persistent. Elles sont presque immortelles. Elles ont des milliards de durées de vie. Moralité, j'ai peut-être en moi quelques atomes de Pol Pot, ou de Mandela, ou d'Attila, ou de Martin Luther King, ou de Mère Teresa. De Mandela, Mère Teresa, Martin Luther King, c'était pas possible. Il faudrait qu'il soit mort pour que ça soit transmis. Oui, donc mais ils sont morts. Ils sont tous morts. Oui, mais pas de... Ils étaient vivants de votre vivant. Mais mais ils sont morts avant moi. Et peut-être que là, leurs atomes sont partis dans la nature. Et se regreffent. Eh bien oui, ils sont partis dans la nature. Ah, moi je pensais que ça se regreffait à la naissance, c'est pour ça. Non, on n'est pas dans le samsara. Non, ils partent dans la nature. Ouais, ils vont se mettre peut-être, il y en a peut-être un petit peu sous la table ou devant le micro. C'est ça qui est étonnant. Les atomes se retrouvent partout. Donc nous disparaissons en tant que forme, mais nos milliards d'atomes se retrouvent peut-être dans une forêt, dans le bois d'un vieux galion, dans je ne sais pas. Mais quand il reste quelque chose, alors vous avez refusé, enfin vous avez dit non, c'est pas l'âme, parce que je ne crois pas en l'âme, mais j'emploie ce mot parce qu'il est sans doute le plus compréhensible de tous, même si évidemment ce n'est pas l'âme. Il y a une réponse que je n'ai pas trouvée dans votre livre, sur ce qui nous reste, sur ce que nous ressentons.
sur la question du suicide, qui est formellement interdit dans toutes les religions, parce qu'on dit que quand l'âme a disparu, au moment du suicide, il y a une souffrance terrible qui va se perpétuer ensuite dans le voyage que va faire la personne. Moi, je l'ai... Est-ce que l'on peut se dire, et ça peut correspondre à tout ce que j'ai lu dans votre livre, Guy Valencien, que ce corps meurtri que l'on abat soi-même, quand ce n'est pas un accident, eh bien il y a quelque chose qui se prolonge. Alors, bien sûr, enfin, je veux dire, dans la mesure où nos atomes persistent, le suicide pour moi n'est pas du tout une tare ou quelque chose de malsain, c'est même notre seule liberté, puisque nous ne choisissons pas de naître, que dans la vie nous avons peu de choix quand on regarde, quelques-uns, mais pas beaucoup. Nous sommes très déterminés par je dirais nos traditions, notre famille, la société dans laquelle on est. Et donc notre seule vraie liberté est le suicide. Et moi je suis de ceux qui pensent que le suicide devrait être possible lorsqu'on sent qu'on a fini sa vie. On devrait pouvoir disparaître avant d'échoir et de se retrouver dans un EHPAD agatifié avec d'autres pauvres vieux qui sont dans le même état, ce qui est absolument pour moi sordide. Donc pour moi, personnellement, je n'hésiterai pas s'il le fallait, si je sens que tout d'un coup, je commence à répéter un peu trop les mêmes choses, de me dire, bon, c'est que le moment est venu. J'en suis sûr, parce que nous devons pouvoir sortir, je dirais, du mieux possible de cette vie, tout en laissant nos atomes à d'autres. J'ai eu cette conversation avec beaucoup de personnes, des personnes qui ont réfléchi là-dessus, en partant aussi de ce que vous venez de me dire avec beaucoup de bon sens. Et on m'a souvent répondu, les personnes qui étaient au contact de ces personnes mais quand ça t'arrivera au moment, tu voudras prolonger et voir la suite. Et tu n'auras peut-être pas envie de couper le fil. Il y a toujours un moment. Je n'en sais rien. Il y a d'autres personnes qui vous disent le contraire, donc je peux pas vous répondre. Je n'ai pas dit que je ne me rétracterai pas. Mais et Dieu sait si c'est passionnant en même temps d'être auprès des personnes âgées qui peu à peu défaillent, parce qu'il y a encore des moments où lorsqu'ils sont ou elles sont lucides, des moments extraordinaires de convivialité et d'empathie. Guy Valencien, on parle de votre livre à l'origine des sensations, des émotions et de la raison. Guy Valencien, on va se retrouver pour un autre entretien demain. Merci. On n'a abordé qu'une toute petite partie de tout ce qu'il y a à dire, et on abordera encore demain une autre toute petite partie, et tout le reste est dans le livre qui s'appelle « À l'origine des sensations, des émotions et de la raison ». J'aime donc je suis, oui, et c'est ça c'est le sujet que l'on abordera après. C'est publié aux éditions L'Harmattan. C'est un immense plaisir d'être avec le professeur Guy Valencien. Vous êtes professeur honoraire des universités, vous êtes membre de l'Académie de médecine et de l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et vous présidez la Convention sur la transformation des systèmes de santé européens. Et c'est à ce titre qu'on vous voit aussi beaucoup, vous conseillez aussi les politiques, les gouvernements, notamment auprès de l'office parlementaire. Vous avez publié de très nombreux livres de médecine, de philosophie. Là, on est plutôt dans la philosophie, mais je l'ai dit aussi, dans le roman et dans la politique et dans le rêve. Guy Valencien, à l'origine des sensations, des émotions et de la raison, un entretien exceptionnel. On se retrouve demain.